Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans version française, plongeons au cœur du musée de la vie romantique, un endroit où il fait bon vivre, ici art et douceur cohabitent. Celui qui régale nos yeux et nos papilles avec ses étoiles et talents culinaires, c'est notre invité Frédéric Canton. Si les fleurs ont toujours été porteuses de messages, c'est à travers la mode qu'elles nous parlent aujourd'hui. Ici, c'est de génération en génération que les savoir-faire se perpétuent. Bienvenue chez l'orfèvre Nicolas Mariscaël dans le geste. Mais avant de retrouver le chef Frédéric Canton, voici mes 3 coups de cœur de la semaine d'un point de vue. En janvier 2016, le célèbre photographe irlandais Kevin Abosch vend l'un de ses clichés pour la modique somme d'1 million d'euros. Un cliché représentant une pomme de terre sur un fond noir. Oui, vous avez bien entendu. Habitué à immortaliser les célébrités comme Johnny Depp ou encore Spielberg, il se tourna en 2010 vers ce tubercule. Le cliché suscita visiblement l'intérêt des acheteurs sans trop que nous puissions expliquer pourquoi. Des amateurs de frites peut-être. Les hommes et les plantes vivent une belle histoire d'amour depuis quelques années. Avec un regain d'intérêt du citadin pour ceux qui l'entourent, le livre des cueillettes et des hommes se place comme un véritable guide qui vous accompagnera lors de vos balades jusqu'à votre cuisine. Passionné de botanique, le pharmacien Jean-Baptiste Cochler nous invite à la découverte ou redécouverte de plus de 70 espèces de plantes que nous pouvons croiser dans les forêts, prés ou montagnes de France. Le tout sublimé par de jolies recettes. Si les origines de la toque de cuisinier se trouvent dans les abîmes de siècles passés, celle que nous connaissons aujourd'hui fut inventée par Marie-Antoine Carême en 1821. Constituée d'un anneau de papier à sa base pour le rendre plus rigide, elle permettait d'évacuer la chaleur de la tête plus rapidement. La légende raconte même que le nombre de ces plis correspondrait au nombre de façons dont le chef peut préparer un œuf, le maximum étant de 100, de quoi perdre la tête. Situé dans le quartier de la Nouvelle Athènes à Paris, le musée de la vie romantique retrace l'histoire d'un véritable art de vivre. Visite du lieu. Dans le quartier parisien de la Nouvelle Athènes, un pavillon abrite la mémoire du mouvement romantique. Le romantisme est un vaste mouvement culturel qui s'exprime aussi bien dans la musique que dans la littérature, que dans la peinture. Et la source d'inspiration majeure, peut-être, c'est la remise au centre de l'inspiration des sentiments intimes, du moi de l'artiste. C'est là que 150 ans plus tôt, l'artiste hollandais Ary Scheffer a posé ses valises pour vivre, peindre et tenir salon avec de grands artistes de l'époque. Dans ce cadre bucolique, le musée de la vie romantique s'est ouvert au public en 1987 et sa directrice, Gaëlle Rio, conserve son histoire. Ce n'est pas un musée qui est situé dans un bâtiment conçu pour être un musée au départ, c'est un musée dans une maison. Donc déjà l'aspect de la maison, le caractère domestique, le caractère intime de la maison donne cette atmosphère très particulière et très personnelle aussi à ce musée. En revanche, ici, on ne trouvera pas la chambre ni le bureau de l'artiste, mais un décor plus confidentiel pour saisir l'ambiance d'un mouvement culturel centré sur l'humain. Dans le musée, 2 personnages sont à l'honneur. Ary Scheffer lui-même et George Sand, voisine des lieux et grande figure du romantisme. Vous voyez dans cette vitrine la main et le bras de George Sand et la célèbre main gauche de Frédéric Chopin. C'est un objet qu'on peut considérer aujourd'hui comme une sorte de relique intime et de relique romantique. C'était très romantique de mouler la main d'un artiste, d'un écrivain ou d'un musicien. Il y a là ses effets personnels, mais aussi des tableaux d'art que George Sand a réalisés, comme ses Dentrites, des tableaux d'aquarelle écrasés, peu connus mais très influents, ou encore son portrait peint par Auguste Charpentier.
Dans ce portrait, vous la voyez représentée vraiment de manière très féminine. C'est une représentation qui est un petit peu à rebours des images ou des descriptions d'elle, représentée comme une écrivaine avec des tenues d'homme, avec des attitudes d'homme. Alfred de Musset, qui a été son amant pendant quelques années, disait de ce portrait qu'on y voyait très bien ses yeux sombres et veloutés. À l'étage, le projecteur se braque sur Ary Scheffer. Une salle évoque son lien avec la royauté, lui qui a enseigné les arts aux enfants du duc d'Orléans. Une autre présente les femmes de son entourage, peintes par ses amis ou par lui-même. Pauline Verdeau, ici, est représentée par Ary Scheffer en Sainte Cécile. Sainte Cécile, c'est la patronne des musiciens. Donc elle incarne finalement toute cette société musicale qui est très importante à l'époque, qui assiste vraiment à un bouillonnement musical, à une effervescence musicale à cette époque. Thème incontournable du mouvement romantique, l'influence littéraire dans les arts a sa propre salle. Ce minuscule tableau de Pierre Delorme l'incarne bien. Il illustre la Divine Comédie de Dante. On voit en fait cet instant dramatique dans l'ombre. Le mari jaloux et furieux va poignarder en fait les deux amants pris dans leur étreinte. Mais le peintre choisit vraiment l'instant juste avant le drame. Et en cela, c'est une composition aussi tout à fait romantique. Les artistes, qu'ils soient peintres, écrivains ou musiciens, aiment le drame et aiment ce moment aussi d'acmé où le temps est suspendu. Le musée se poursuit dans 2 ateliers construits par Ary Scheffer à son arrivée. Certains objets rappellent encore l'époque, comme cette bibliothèque dont les livres appartenaient à sa famille. Ici, ce qui compte le plus, c'est le souvenir de soirées mondaines et artistiques. Tous les vendredis soirs, il recevait une grande partie des peintres, des écrivains, des musiciens de la Nouvelle-Athènes. On y jouait du piano, on y déclamait des vers de poèmes ou quelques strophes de pièces de théâtre, on y discutait. C'était vraiment un lieu de sociabilité. C'est un lieu très chargé d'émotions, d'histoire et très lié aussi à la création et à ces échanges, à ces liens qui sont tissés entre les artistes. Chopin, George Sand, Franz Liszt, Delacroix, Dickens et bien d'autres, l'atelier a vu fleurir la société romantique de l'époque dans cet écrin artistique de la Nouvelle-Athènes. Du sommet de la Tour Eiffel jusqu'au cœur du bois de Boulogne, Frédéric Anton ne craint pas la hauteur. Le chef aux yeux pleins d'étoiles nous a ouvert les portes de ses cuisines. Qu'est-ce qui va me donner les idées? C'est prendre un couteau, prendre le poisson, le couper. Et à partir de là, du moment où je ressens la matière, je ressens le produit, les idées vont arriver. Ah ben avec quoi je vais l'assaisonner, avec quoi je vais le préparer. Je vais avoir des amandes fraîches qui vont être à côté de moi sur un autre poste de travail. Tiens, ça va me donner une idée. Je vais faire un rouget aux amandes. Et donc c'est un peu comme ça, c'est un amusement, c'est un jeu. Le col bleu-blanc-rouge, les étoiles en lévitation et le regard assuré du chef Frédéric Anton éveillent les sens. Sa cuisine triplement étoilée au Pré-Catelan à Paris et son étoile au Jules Verne qui culmine au sommet de la Tour Eiffel en font l'un des chefs les plus renommés de France. Et si le cuisinier continue à émerveiller les papilles de ses clients et à sans cesse se renouveler, c'est grâce à son amour des produits. Et pour Frédéric Anton, il n'y a pas de produit plus noble qu'un autre. Chaque ingrédient a une place de choix dans ses plats, comme les échalotes de Monsieur Caillot, producteur de la Marne, qui le fournit régulièrement. C'est vraiment un produit qui est magnifique. C'est magique. Et aussi bien sur le produit, sur la texture, sur le goût. Et ça déploie un parfum tellement extraordinaire que je pense que le lièvre ne serait pas aussi bon que ça si on n'avait pas ces échalotes-là. Parce qu'elles sont confites dans le vin rouge et après elles apportent ce goût et sa puissance dans la sauce qui fait que c'est assez magique. Lorsqu'il prépare une bouillabaisse ou un pigeon, Frédéric Anton ne se contente pas de les cuisiner. Il les sublime avec des associations de goût parfois inattendues. Amandes grillées et rougées ou encore pigeons et anchois. Et cet amour pour la création et pour le produit, Frédéric met un point d'honneur à les transmettre à sa brigade.
étant meilleur ouvrier de France, c'est la transmission du savoir à nos collaborateurs qui permet au quotidien de faire un travail parfait. Et puis eux, ça leur permet justement d'apprendre et d'évoluer et puis après s'en servir plus tard. Donc j'y tiens beaucoup. J'ai comme médic une personne qui est avec moi depuis 10 ans, qui est mon collaborateur, qui est mon chef de cuisine et qui fait que quand on fait quelque chose, à la fois techniquement il sait le faire, il le comprend. C'est l'aboutissement de la recette parce qu'il me connaît, il sait comment je vais travailler, comment je vais finir, comment je vais dresser, comment je vais assaisonner et donc ça c'est hyper important. Une transmission et un échange qui va au-delà des portes de la cuisine jusqu'au chef de salle, Thierry Pruvot, qui connaît bien Frédéric Anton. Je l'ai connu au tout début de son arrivée donc, au Pré-Catelan et vraiment on est très très liés. Donc on se dit tout le temps, c'est vraiment une collaboration vraiment très étroite et on discute énormément et donc on avance ensemble. Car dans un restaurant, il y a bien entendu la cuisine, mais il y a également la salle. La salle est aussi importante de toute façon que la cuisine parce que souvent on dose d'une façon ou d'une autre, c'est plus la cuisine qui fait. Non, l'assiette bien sûr, elle est là, elle est importante et le client est venu pour ça. Mais aussi il est venu pour un lieu, pour un bien-être. Il faut qu'il y ait une harmonie totale entre la salle et la cuisine. Et moi je pense que j'ai cette proximité, d'accord, aussi bien avec mes équipes de cuisine et mes équipes de salle, à faire justement fédérer le travail que l'on fait au quotidien tous les jours. Qu'il soit en haut de la Tour Eiffel ou au cœur du bois de Boulogne, le chef Frédéric Anton sublime l'héritage culinaire français et fait graviter les étoiles au-dessus de sa table. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes né dans les Vosges et le projet de départ c'était l'ébénisterie, mais ça n'a pas pu se faire. Ouais, ça a été. J'étais passionné par tous les métiers qui étaient manuels et étant dans les Vosges, au milieu des bois, des forêts, j'étais assez passionné par justement un morceau de bois et le travailler, le transformer et en faire une œuvre d'art. Et quand je suis rentré en cuisine, je me suis rendu compte que c'était exactement la même chose. Et dès que j'ai compris ça, la cuisine pour moi était une facilité et une passion. Alors, après plusieurs maisons, vous êtes rentré chez Joël Robuchon pendant 7 ans et vous avez dit cette très jolie phrase, c'était comme rentrer dans une cathédrale tous les jours. Tout à fait, c'est parce que je rentrais dans ce restaurant qui s'appelait Le Jamin, qui était une institution, qui est devenu le plus grand restaurant du monde, c'était quelque chose de planétaire, et tu côtoies Joël Robuchon tous les jours pendant 7 ans. Et là, c'est quelque chose de magique, parce qu'il a une façon de comprendre, de travailler, d'explorer le produit et de le transformer que personne n'a, parce qu'il va toujours plus loin. Et donc oui, côtoyer cet homme, ce chef qui pour moi est le plus grand cuisinier du monde, c'est magique. Et bien sûr, ça m'a apporté énormément pour la suite. Alors comme vous dites, il y a cette justesse en cuisine, il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de travail, beaucoup de régularité. Comment on obtient 3 étoiles? Alors on obtient 3 étoiles par justement la régularité. D'accord, il faut avoir de la technique, il faut avoir une cuisine d'auteur, il faut plaire bien sûr, que la cuisine elle plaise à notre clientèle, ça c'est très important, mais c'est la régularité. Et moi souvent je dis à mes gars, ok, on sait cuire un poisson, on sait assaisonner un poisson, une viande, mais est-ce que vous êtes capable de l'assaisonner 2 fois, 3 fois toujours de la même façon et le cuire toujours de la même façon? Et à partir de là, faut mieux être un peu en dessous des autres. Il y en a qui vont être très créatifs, qui vont être ci et ça, mais peut-être que moi je ne suis pas capable d'être toujours au top, d'accord, avec certaines créativités. Je préfère descendre un petit peu mon niveau, d'accord, mais toujours être régulier. Et là, tu viens, tu manges et tu dis, c'est bon. Et du premier client au dernier client, à toutes les tables, il faut que ça soit la même chose. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important pour avoir 3 étoiles. Et je pense que je l'ai appliqué à un bon moment et qui a fait que, très peu de temps après, on obtenait la 3e étoile.
2 fois par jour, vous êtes soumis à une pression assez forte. Vous avez 3 étoiles, vous avez parlé de la régularité, il faut maintenir ce niveau, ce standing. Est-ce que jamais vous avez un doute? Oui, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. C'est que déjà j'ai une chance extraordinaire, c'est d'avoir des équipes qui sont magiques, qui m'accompagnent depuis des années et qui savent justement faire bien, faire mieux et faire mieux que moi. Après, moi je me dis tous les jours, on fait à manger, on fait de la popote. On fait à manger aux clients tous les jours, comme on pourrait faire manger à la maison. Et la cuisine, elle est simple. Acheter un bon produit, bien l'assaisonner et bien le cuire. Malgré le fait que vous me dites, chef, que vous travaillez au calme et que tout est réglé comme du papier à musique, je ne vous crois pas tout à fait. Je pense que vous avez un rythme comme un sportif de haut niveau. Comment relâcher la pression de temps en temps? C'est vrai que depuis 3 ans, je travaille pratiquement 7 jours sur 7. Entre le Pré-Cattelan, le Jules Verne, quand un est ouvert, l'autre est fermé, ainsi de suite. Mais j'ai cette chance d'être au Pré-Cattelan, d'être dans le bois de Boulogne, d'être en plein cœur de la nature. Et moi, je ne vis à aucun moment le stress parisien. Donc c'est quelque chose qui, depuis 24 ans, qui m'apaise, qui me fait du bien, qui ne me stresse pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et après, bon, oui, je suis un peu une machine. J'ai fonctionné, j'ai été formaté comme ça depuis que je suis tout jeune et qui fait que je suis bien au travail. Et bon, bah, comme beaucoup de chefs, mais beaucoup de personnes qui ont entrepris et qui ont réussi, ont parfois laissé certaines choses au second plan et ont vraiment vécu leur métier à 100%. Merci, chef. Merci beaucoup. Merci. En format maxi ou rikiki, les fleurs se sont imposées dans le milieu de la mode depuis des décennies. Retour sur leur parcours enchanteur. De nos salons au rebord de nos fenêtres, en passant par les rues et les jardins publics, les fleurs sont partout, mais surtout dans notre garde-robe. C'est le motif qu'on ne questionne plus, qui, hiver comme été, revient comme une évidence. La mode ne s'en lasse pas et parvient chaque saison à le réinventer, et ce depuis déjà des siècles. Les habits ornés de fleurs dateraient en effet des premières dynasties chinoises et auraient traversé le monde par la route de la soie pour atteindre l'Europe où broderie et dentelle végétale se popularisent au Moyen-Âge. Quand la production textile s'industrialise, les manufactures anglaises adoptent pour de bon l'imprimé floral, décliné sous toutes ses formes. Son fournisseur le plus célèbre est l'industriel Liberty, dont les fleurs miniatures peuplent encore aujourd'hui les podiums. Chez Acne Studio, Johnny Johansson en a fait l'un des thèmes de l'hiver 2021. Les fleurs sont délicates et suggèrent la douceur, le confort du vêtement d'intérieur et le charme nostalgique des tapisseries rétro. Marc Jacobs, lui, évoque les années 70 et le flower power. Des fleurs pop grimpent sur des pantalons ou sur les longues robes prairies de l'Ouest américain et explosent en bouquets géants. C'est l'un des défilés les plus marquants de ces dernières années. Ici, pas question de tendance, mais d'un hommage à la couleur, aux coupes et aux associations joyeuses, bref, au pur plaisir de s'habiller, incarné par l'évidence des fleurs et leur accumulation généreuse. A l'inverse, Junya Watanabe leur offre un traitement punk, car les créateurs aiment aussi en user pour jouer du contraste, comme le fait Hedi Slimane chez Céline, où elle rappelle la mode grunge des années 90. Ou comme chez Jacquemus, où des marguerites régressives comme découpées à la main s'invitent sur une doudoune de ski. Un contraste entre vêtements imposants et motifs légers dans une collection qui mêle l'hiver et
Chez Dries Van Noten, la fleur prend une tournure abstraite. Les pétales sont grossis ou comme passés au scanner, un jeu d'échelle entre macro et mini qui donne un nouveau genre à l'imprimé classique. Elle s'invite sur des bottes, comme chez Balenciaga, dont le Total Look Fleur est devenu une signature. Car peu importe la saison, les fleurs offrent une infinie variation de couleurs et de formes et autant d'interprétations extrêmes dont la mode n'a pas fini de repousser les limites. Nicolas Mariscaël a de l'or au bout des doigts, ou plutôt de l'argent. Orfèvre, il travaille armé de ses outils de nombreuses pièces, des plus traditionnelles aux plus modernes. Je m'appelle Nicolas Mariscaël. Moi, je suis orfèvre. C'est une entreprise familiale qui date de mon grand-père. Et il était contremaître et il ne fabriquait que des couverts à façon, en argent massif. C'était un très bon orfèvre, ce qu'on appelle un cuillériste. Et mon père a pris la suite, logiquement. Et lui s'est spécialisé dans l'orfèvrerie, dans la restauration d'argenterie ancienne. À son tour, Nicolas Mariscaël a repris le flambeau. Depuis ses 17 ans, il reproduit des gestes de famille. Un savoir-faire ancestral qu'il perpétue avec autant de passion et de maîtrise que ses aînés. La pièce ici, c'est une doublure de jardinière. Et en fait, moi, je le refais complètement comme au 18e, au marteau. C'est un métal qui est extraordinaire, l'argent massif. L'argent, d'abord, c'est un métal précieux, il est culinaire, il est antibactérien. On l'utilise à 950 millièmes, 95% de métal, le reste c'est de l'alliage. Donc c'est un métal très ductile, très facile à travailler, mais c'est très très long à apprendre. Mon père me disait, pour que tu t'en sortes, il va falloir que tu maîtrises les gestes et tu maîtrises chaque métier de notre métier. Parce que vous devez polir, vous devez travailler au marteau, vous devez rétreindre, vous devez planer la plâterie, tout ce qui concerne les plats, c'est un autre métier, c'est une spécialité. Vous devez ciseler, décorer, graver. Et donc maintenant, moi, je sais tout faire. Une maîtrise complète du métier devenue tout aussi rare que son outillage qui date pour certaines pièces du XVIIIe siècle. Alors, c'est des outils qui sont introuvables, qui sont fabriqués à la main, qui sont forgés à la main. Vous vous rendez compte, ça, c'est de l'acier forgé, poli, parce qu'en plus, il faut que ça soit lisse. Il faut pas qu'il y ait d'aspérité, parce que l'argent massif marque. Enfin, pour moi, c'est de l'or, en fait. C'est vraiment, c'est tout mon patrimoine. Si j'ai pas ça, je peux plus travailler. Ça, c'est le marteau à forger de mon grand-père. Il a tellement travaillé toute sa vie. On voit l'usure ici et l'usure là. Et le bois, il a la forme de son pouce. Des outils chargés d'histoire familiale et dont certains renferment même quelques morceaux d'histoire avec un grand H. À l'intérieur, vous avez du parchemin, mais du vrai parchemin. La vraie peau de porc. On n'a pas trouvé mieux comme matière pour aspirer les défauts sur la surface du métal. Et donc alors c'est pareil, ça, j'ai une valise de parchemin que je détruis, des actes notariés qui datent de Napoléon, c'est le savoir-faire qu'on m'a transmis, et ça c'est très très important. Tellement important que la transmission de tout cet héritage se poursuit dans l'atelier aux côtés de ses enfants. Son fils Nathan, préposé aujourd'hui au polissage de l'argenterie, et sa fille Mélissa, devenue créatrice de bijoux et à son tour habile dans le travail de l'argent. C'est un métal très agréable à travailler. En ciselure, il est génial à travailler, il est assez mou et on voit tout de suite en fait, se moduler la matière. Je viens dessiner au traçoir, c'est un ciselé clair, les contours du dessin. Et après, je viens déposer un mat qui va donner tous les détails très particuliers. Cette fibre artistique, son père la développe aussi de son côté depuis quelques années en créant des objets d'exception qui allient savoir-faire et modernité. Ma formation me permet de créer des objets fabriqués à la main,
Mais aussi, j'utilise le numérique. Par exemple, ce seau à champagne, c'est gravé en miroir numériquement. Après, on le fait complètement à la main. C'est ciselé, c'est découpé, c'est fabriqué à la main, c'est soudé à la main. En fait, c'est pas un métier mort. Il y a du potentiel dans ce métier parce qu'il y a toujours des clients, il y a toujours des amateurs, il y a un peu de formation encore. Et d'ici quelques temps, une relève créative et inspirée. Version française est déjà terminée. J'espère que ce numéro spécial gastronomie vous a plu. On se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!